Euh, comment tu vois le truc, Jérôme, du fait que dans dans la façon dont on a notre réflexion, c'était que le 2 contre 2, c'est-à-dire que les deux défenseurs arrivent, il n'y a pas de défenseur en retard, c'était la situation facile. Et après, on arrivait sur une situation qui était plus compliquée où on avait un défenseur en retard. Donc, est-ce qu'on part sur ta situation d'abord, Jérôme, Comme pour tu après veux. partir sur comme Une tu veux. situation de compte classique avec les deux joueurs sur la même ligne. Comme tu veux, Olivier, si on commence par Bon. ça. Vas-y, essaye pour voir si tu arrives à prendre la main. Jérôme ou moi? Mais Moi, j'ai rien, celui hein. qui présente, hein. Allez, on fait le 2 contre 2. Ouais, mais j'ai pas les documents, mon Olivier. Ah, ok. T'as dû l'envoyer sur la mauvaise adresse, non? Ouais, sur celle que tu m'avais donnée. Euh, Moi, je t'ai envoyé sur Non, mais j'ai pas de. Excusa Jérôme. J'ai envoyé à Michel aussi, tu étais en copie. Bon, si tu veux regarder, on part sur le 2 contre 1 plus 1. Allez. Donc voilà, hein, on est bien sur cette situation-là avec les défenseurs, avec un défenseur en retard. Tout le monde voit? Ouais. Ok. Alors, donc, concernant les comportements attendus, ce qu'on attend donc de cette situation, c'est que les deux défenseurs, donc les deux opposants, puissent former et organiser la ligne. Alors, côté utilisateur, ce n'est pas notre travail, donc on se rapportera sur les comportements attendus des utilisateurs sur l'atelier offensif, 2 contre 2 ou 2 contre 2. Par contre, voilà, le porteur de balle, on sera d'accord que ce sera le BP et que le soutien latéral, on pourra l'appeler S ou SL peut-être si on veut être plus précis. Et après, côté opposant, alors, on appelle le premier opposant, c'est le O1, c'est celui qui va être le plus proche du ballon, enfin qui est le moins en retard des deux, enfin le plus proche du ballon. Et puis le opposant numéro 2, c'est celui qui est en retard. Ça va pour tout le monde? Oui. Alors, concernant donc le premier opposant, celui qui est le plus proche du ballon, les comportements attendus, c'est de contrôler ma vitesse et ma course pour cadrer, non pas le porteur de balle, mais cadrer en fait. Alors, ça, on va virer. Ils ont tourné, j'arrive pas à les mettre dans le bon sens, mes deux attaquants. Ah, Mais le rôle de l'opposant, c'est d'aller chercher ce soutien latéral sans dépasser l'épaule intérieure du soutien latéral. Alors, il doit rester devant la ligne. Alors, moi appelé la ligne du ballon, c'est-à-dire que il doit toujours rester devant cette ligne du ballon. Donc, aller chercher l'épaule intérieure du soutien latéral et rester devant la ligne du ballon. Ne pas passer derrière cette ligne du ballon. Donc, il doit être dans une situation de contrôle, puisque le but, c'est donc de reformer la ligne. Donc, cet opposant va sur la droite, va chercher le soutien latéral, pendant que le défenseur en retard monte pour créer la ligne. Mais lui, ce défenseur, il n'a pas du tout la vision, il ne sait pas du tout. Donc là, il y a un fort besoin de communication, et la communication, elle vient de l'opposant en retard, puisque c'est lui qui vraiment a une vision globale de la situation. Donc, une fois que l'opposant glisse, alors après, il va pouvoir donc monter sur le soutien latéral. À partir du moment où le défenseur, donc l'opposant, celui-ci, en retard, annonce. Et donc là, c'est tout ce que j'ai mis en rouge, c'est ce qu'il va falloir débattre ensemble, entre autres. Peut-être il y aura certainement d'autres choses, mais quelle est l'annonce? Est-ce qu'on dit ballon? Est-ce qu'on dit G porteur? Est-ce que G ballon? Donc tout ça, c'est des termes, une terminologie, comme l'a précisé Landry, Michel, voilà, qu'on ait vraiment des référentiels communs pour donner que tout le monde ait les mêmes informations tout au long des différentes catégories.
Et donc, dans un deuxième temps, donc voilà, le but du jeu, c'est de recréer la ligne. Et ensuite, de pouvoir, bien sûr, plaquer ou de pousser en touche le joueur, le soutien, si le soutien reçoit le ballon. Ça va ou pas? On t'a suivi. Joli. Comportement attendu du deuxième défenseur, du défenseur en retard, de O2. Donc lui, son rôle, c'est d'aller cadrer le porteur de balle. C'est lui qui il doit monter pour former la ligne en communiquant, donc toujours ce qu'on disait tout à l'heure, comment est-ce qu'il communique. Et une fois que la ligne est formée, il a plusieurs options, où le porteur de balle est dans sa, dans sa toile d'araignée et il va pouvoir le plaquer, ou si le porteur de balle fait la passe, il va devenir épauleur défensif. Donc, il va devoir suivre et aller. Il devient donc épauleur défensif et annonce. Alors, c'est pareil. Qu'est-ce qu'il annonce? Rush, est-ce qu'on est monte? Quelle terminologie on va choisir? Il y a une limite à ça. C'est dont on n'avait pas parlé lorsqu'on a fait le truc, mais j'y ai pensé. C'est à partir du moment où les attaquants croisent. S'il y a une tentative de croisée, si les attaquants effectuent une croisée, il faut que les défenseurs en fait changent. C'est-à-dire que celui-ci là, il va rester dans ce coin-là, celui-ci il est là. Et si on a les défenseurs qui font comme ça et comme ça, enfin les attaquants pardon, et ben il faut vraiment que les joueurs en fait, les défenseurs gardent leur zone. C'est-à-dire qu'ils vont pas s'amuser à revenir comme ça, à recroiser. Est-ce que ça va ce que je fais là? Ouais. C'est visible pour tout le monde? Ouais, ça marche? Bon. Donc, une fois qu'on a vu les comportements attendus, on a voulu fixer les réussites. Donc, du critère de réussite, je dirais le moins important au plus important, c'est le critère de réussite. Le premier, c'est de ne pas prendre d'essai. Donc, comment? En plaquant le porteur de balle. Mais ce qu'on a trouvé vraiment hyper important dans le critère de réussite, c'est à quoi sert le plaquage? Et pour nous, c'était de récupérer le ballon afin de faire une contre-attaque pour marquer. Donc, on a voulu valoriser, excusez-moi, je ne l'ai pas, voilà, on a voulu valoriser cette action de défense de pouvoir récupérer et contre-attaquer pour marquer. Donc, on note des points, c'est-à-dire qu'à chaque passage, lorsqu'on fait des ateliers, on a proposé de pouvoir noter des points, 5 points si la défense, par exemple, arrive à contre-attaquer. Donc récupérer le ballon, plaquer, récupérer et marquer. 2 points si le ballon est récupéré. Vous voyez, c'est pouvoir donner des objectifs pour pouvoir que les joueurs performent, même et envie vraiment d'être meilleur que l'autre, d'être toujours dans l'avancée et donc de pouvoir voilà, qu'il y ait cette logique de gagne même pendant les ateliers, les collectifs réduits. Par rapport au temps qu'on a chacun, je ne voudrais pas passer sur tout ce qu'on a vu. Par contre, ce qui est en rouge, ça a été, parce que je vous le ferai passer, mais ce qui est marqué en rouge là, ça a été nos limites. Donc, on a fait les comportements observés en se disant que parfois on ne cadre pas le bon utilisateur, on ne forme pas la ligne, on ne communique pas. On voulait vraiment aussi insister sur cette notion de pousser l'attaquant en touche, parce que c'est une des meilleures façons pour récupérer le ballon. Des joueurs qui ne vont pas respecter le vite, lent, très vite. Les insécurités, si le danger du plaquage, même si ça dépasse. Là, on va revenir sur les tests techniques qu'on a pu déjà proposer aux joueurs. Mais c'est bien sûr c'est primordial ça doit être primordial pour nous, la sécurité de nos joueurs. Les situations où les joueurs plaquent et puis pour eux le boulot est terminé, ou les défenseurs qui ont réussi à récupérer le ballon mais qui arrêtent la situation alors que le but du rugby quand même c'est d'aller marquer. Voilà, d'autres cas où les comportements observés peuvent être déficients et améliorés. Donc ici on a proposé d'autres interventions possibles pour pouvoir résoudre les problèmes affectifs. La situation de 2 contre 2 avec celle que va vous présenter Jérôme, parce que pour nous c'était la plus facile.
puisqu'on avait déjà une défense en ligne, en tout cas. Après, il faut voir comment est-ce qu'on l'organise. Et donc, partir de cette 2 contre 2 peut-être, et puis petit à petit, créer un retard sur le deuxième opposant, celui qui est en retard. Si je reviens ici, pardon, on partirait sur le 2 contre 2, et puis petit à petit, on pourrait s'amuser à le décaler. Alors, il peut être toujours là, mais parfois, il peut être même très, très en retard sur le latéral, ou voilà, d'autres situations, pour qu'on n'ait pas des choses stéréotypées et qu'à chaque situation différente, les défenseurs puissent s'organiser. Après, donc, on parle plutôt des orientations du bassin pour avoir une vision, sur les deux attaquants. Si mon joueur, là, si celui-ci, là, il est orienté vers là et qu'il ne prend pas en considération le porteur de balle, eh ben, si le porteur de balle, j'ai tous mes trucs qui bougent, avance trop, il faut absolument que mon premier défenseur, là, il reste derrière cette ligne du ballon. Donc, il faut absolument qu'il ait le regard aussi porté sur le porteur de balle. Avec la communication du défenseur en retard. Donc, orienter le bassin, la vision, beaucoup faire d'arrêt sur image. On a parlé des scores tout à l'heure, échecs et réussites. Voilà, donc en fonction en fait des comportements observés qui ne favorisent pas les critères de réussite, on a des possibilités d'intervention et de correction. Alors, juste sur les limites. Donc, la première, c'est il faut faire, et je pense que ça correspond aussi à nos lancements de jeu. C'est-à-dire que si on a des lancements de jeu qui font que très vite les attaquants vont être proches de la ligne d'en-but, eh ben on sait je pense qu'on va mettre les joueurs en échec. Par contre, on s'est posé d'autres questions. Et est-ce que ça correspond au lancement de jeu aussi? Si j'ai mon premier défenseur, le plus proche, qui est, si le porteur de balle est dans la toile d'araignée du premier défenseur, le plus proche, quelle situation, qu'est-ce qu'on demande à ce défenseur? Alors, est-ce que ça veut dire qu'on est une situation finalement en 1 contre 1, et donc du coup, c'est notre lancement de jeu qui n'est pas bon, ou est-ce que c'est quelque chose qu'il faut aborder? Vous voyez la question qu'on s'est posée? Et voilà, donc la proximité de l'embut, porteur de balle qui est tout de suite dans la toile d'araignée du premier défenseur, et sur cette fameuse croisée, où là, il faut qu'il y ait un changement de rôle et de zone. Voilà, on n'est plus sur l'homme, on est sur la zone. Là, on a une défense de zone. Voilà. Je pense que j'ai balayé tout ce qu'on avait vu. Voilà, sauf si Jérôme, tu vois d'autres choses. Là, je crois que… Non, c'est bon. Après, le point d'interrogation qu'on a eu, c'est près de la ligne d'un but, savoir comment se comporte le premier défenseur, s'il attend ou s'il vient de suite agresser le porteur de balle. Ouais. Voilà, je ne sais pas ce que tu en penses, Michel. Voilà, quand tu es proche de l'embut, tu n'as pas le choix. Il faut faire le kamikaze et essayer de couper, d'arrêter le ballon sur le premier, quoi. Parce que de toute façon, si tu es en contrôle, tu vas rentrer dans l'embut et ils vont marquer quand même. Donc, effectivement, là, il faut changer de… Mais c'est là où c'est intéressant aussi de parler de ça. C'est que quand on met en place nos ateliers, nos séances, c'est bien aussi de tenir compte un peu de l'emplacement du terrain. Et plutôt que de faire toujours nos ateliers au même endroit, alors bon, je sais que suivant les catégories, des fois, vous êtes un peu… vous n'avez pas trop d'espace parce qu'on est nombreux sur le terrain. Mais bon, on peut toujours essayer de s'adapter. Mais voilà, si vous arrivez à vous rapprocher un petit peu des situations de terrain, notamment, mais voilà, si je fais un exercice comme ça, si je suis à 40 mètres de l'embut ou si je suis à 5 mètres, ce n'est pas pareil. Et pour les joueurs, c'est intéressant de se repérer dans cet espace-là aussi en fonction de l'exercice. Donc ça, c'est un truc qu'on peut tenir compte aussi quand on peut le faire, bien sûr. On a assez de place pour mettre son atelier.
Alors, pardon, juste un truc là, parce que moi aussi j'ai une petite vidéo à vous faire partager. Euh, voilà, parce que il y a une situation aussi, une variante où je dis à un moment, on a du 2 contre 1 plus 1. Si le ballon est arrêté ou dans une situation, à un moment, on peut réinjecter un 2 contre 1 plus 1. C'est-à-dire que il faut varier, on a vraiment l'objectif de varier les situations. Ça peut être aussi, on est en 2 contre 1, puis tout d'un coup, je retiens un défenseur ou je retiens un attaquant, et que ce ne soit pas toujours que. Voilà, l'objectif, c'est, je fais une situation de 2 plus 1, je fais une situation figée, mais il ne faut pas qu'elle soit trop figée. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'au bout du 5e, 10e passage, l'utilisateur il dise bon, ben, c'est bon, je sais comment va faire le défenseur, je sais ce qui va se passer, ça va se passer comme ça, boum, j'ai plus qu'à donner. Voilà, c'est toujours un moment, lui foutre le bordel dans la tête et rajouter un joueur, en enlever un, etc. Donc là, je vais reprendre le partage d'écran. Alors, on est dans du rugby à 7. On se rapproche quand même de ces situations où on a voilà, un défenseur. Tout le monde a la vidéo? Ouais, voilà, on a le défenseur en retard. Les utilisateurs sont en rouge, les opposants en bleu. Voilà, donc on va voir très rapidement qu'ils vont former la ligne. C'est-à-dire qu'on est sur cette situation hein, avec le premier défenseur qui va plutôt chercher les extérieurs. On a des courses des distances les plus courtes possibles. Voilà. Et ici, là, voilà, on est dans cette situation à nouveau on va dire, de 2 contre 1 avec un joueur en retard. Et là, on voit tout de suite que ce joueur-là est en contrôle, donc il va accepter de perdre du terrain pour pouvoir avoir le temps de recréer la ligne. Sauf qu'il s'y prend un petit peu mal, là, il se casse la binette. Mais voilà, j'ai trouvé cette situation où on était proche quand même de cette situation de référence. À nouveau, là, ici. Et là, on est sur la situation de la croisée. On a le porteur qui va chercher le soutien. Et on voit que voilà, c'est le deuxième défenseur qui suit le porteur de balle, même si c'est en échec. Hein, mais voilà, on est dans cette situation-là. Là, sur la croisée, le point de repère, alors c'est difficile de l'expliquer là parce que il faudra qu'on récupère des images et qu'on puisse vraiment travailler dessus. Et le repère de la croisée, c'est à partir du moment où le porteur de balle est sur la même ligne que son soutien. Là, on change et effectivement, sur cette ligne-là. Chacun prend sa zone. Chacun reste dans sa zone. Sur cette ligne parallèle à la touche, tu parles. Hein. Voilà. Ouais. Et ça, je pense que vous avez soulevé pas mal de points, de savoir qui doit parler, qu'est-ce qu'on doit dire. Hein. Et ça, c'est des choses auxquelles il va falloir apporter des réponses. Je pense qu'on ne va pas le faire maintenant parce que, bon, on a un directeur sportif, Christophe, qui doit avoir peut-être les réponses par rapport à ça. On a, comment il s'appelle, Alexandre Ruiz, qui doit être le spécialiste de la défense. Mais ça serait bien qu'on ait ces réponses-là et qu'on commence déjà chez les plus jeunes à travailler avec ça, quoi. Et même si chez les tout petits, le problème affectif n'est pas résolu, ils ne maîtrisent pas tout ce plaquage, mais au moins d'avoir des codes de communication pour savoir qui prend qui fait quoi. Et ça, je pense que c'est super important déjà d'habituer les jeunes à communiquer. Et ça, on va voir que dans tous nos exercices, la communication a un point, a une partie prépondérante. Et malheureusement, on s'aperçoit que nos joueurs ne communiquent jamais. Mais... Donc, on en parlait l'autre jour avec Julien. Pourquoi on ne communique pas? Parce que quand je ne dis rien, je ne dis pas de conneries. Et quand on est, comment il s'appelle, dans un système comme chez nous, on n'ose pas dire de conneries parce que souvent, je suis un peu catalogué et mal vu, quoi. Voilà. Ou en tous les cas, j'ai peur de passer pour un con. Je m'excuse, j'ai ma femme qui m'appelle, elle n'arrive pas à ouvrir la voiture. Donc, c'est bon, Jérôme, je te laisse prendre le relais.
pour revenir sur cet exo, là, Michel, le premier constat, nous, à notre catégorie, c'est la communication. Donc, le premier défenseur, ben, il ne sait pas ce qu'il doit faire parce que le second ne lui parle pas, clairement. Ouais. Il ne parle pas parce qu'à leur âge, ben, pour eux, la défense, c'est individuel, ce n'est pas collectif. Ça, c'est le premier point, le point noir, la communication. Le second point, c'est peut-être le travail d'appui aussi sur les talons. On est tout le temps sur les talons en défense. Donc, peut-être travailler la posture, être plus sur la pointe des pieds. Et le troisième point aussi, c'est une fois qu'on a plaqué, les joueurs, ils n'ont pas dans l'optique de récupérer le ballon pour aller contre-attaquer. Pour eux, le plaquage, il se termine une fois que le joueur est au sol. Et le ballon est disponible, ils ne vont pas essayer de le récupérer pour aller contre-attaquer. Donc peut-être aussi nous travailler sur ça, leur disant que le plaquage se termine une fois que nous, on peut récupérer le ballon et peut contre-attaquer pour aller marquer. Moi, j'ai beaucoup de joueurs qui plaquent, ils se relèvent et s'il faut replaquer, ils vont replaquer, mais ils ne vont pas se focaliser sur la récup du ballon pour aller contre-attaquer. Ça aussi, travail d'appui aussi sur mettre plus sur la pointe des pieds pour aller essayer d'impacter au niveau des postures sur le plaquage en lui-même. Et dès que je passe au sol aussi, peut-être travailler aussi sur la pointe des pieds, être plus réactif pour me relever, essayer de retravailler un contest, tout ça. On en revient toujours à ce travail d'appui. On en revient toujours à ce travail d'appui. Clairement, on est tout le temps sur les talons, quoi. On est sur les talons et on perd une demi-seconde pour aller récupérer le joueur en défense. Je ne sais pas, ça travaille peut-être aussi en prépa physique. C'est du travail de temps de réactivité aussi, c'est-à-dire la capacité à vite te mettre en mouvement. Donc, il y a l'appui, mais il y a aussi le mec, il faut qu'il percute vite, quoi. Il faut qu'il soit explosif. C'est aussi beaucoup l'explosivité, la force de démarrage. Effectivement, l'attitude, être sur pointe de pied, comme tu disais, pas forcément de talon, mais aussi vite démarrer, quoi. Les appuis, mais aussi beaucoup de force explosive pour moi. Et ça, avec une communication derrière, s'il n'y a pas de communication aussi, forcément, on est en temps de retard. Ouais. Mais voilà, le problème de la communication, c'est qu'on leur demande toujours de communiquer, mais il faut qu'on soit capable de leur dire qu'est-ce qu'ils doivent dire, quoi. Parce que déjà qu'ils sont un peu timides, ils n'osent pas parler. Si en plus, ils ne savent pas ce qu'il y a à dire, il faudrait vraiment qu'on ait un code commun et que chacun l'utilise. Tu vois, déjà, les habituer à parler, mais en plus que ce code soit commun et qu'ils l'utilisent tout le long de leur cursus. Que ça ne change pas en fonction de chaque entraîneur qui a son code à lui, quoi. Ouais, mais rien que de dire G-porteur, et la moitié, ça ne veut pas ce que ça veut dire, quoi. Ouais. G-porteur, pouce, laisse, GNT, tout ça, pour eux, ils n'ont jamais entendu ces termes-là, quoi. Donc, peut-être que c'est les termes qui varient entre entraîneurs, mais ouais, avoir un référentiel commun. Et bon, G-porteur, nous, la plupart des gars, dans notre catégorie, je ne sais pas ce que ça veut dire, G-porteur. Je ne sais pas que c'est prendre le porteur, le plaquer. Donc, pas tout ça. Sur le pôle, par exemple, ils annoncent ballon. C'est-à-dire que celui qui prend le porteur, il dit ballon et voilà, c'est lui qui gère. Et moi, je pense qu'il faut qu'on trouve des codes. Il faut que ce soit le plus bref possible parce qu'on ne peut pas. Tu vois, on ne peut pas leur demander de faire des phrases trop longues. Donc, G-porteur, c'est 3 syllabes, hein, c'est pas énorme. Hein. Mais voilà, ballon, il n'y en a plus que 2, je ne sais pas. Hein, c'est juste une idée. Mais voilà, mais il faut qu'on trouve des codes brefs et qui percutent, qui parlent. Et voilà, et après, il faut qu'on fasse un référentiel commun, comme disait Mathieu, sur ces codes de communication. Et qu'on les diffuse à tous les coachs de manière à ce que tout le monde les utilise, quoi. Est-ce que pour l'exercice, ce ne serait pas intéressant aussi de travailler justement sur les espaces, comme tu disais, Michel, c'est-à-dire changer, peut-être varier un peu les terrains, dire par exemple un terrain jaune, par exemple, c'est le terrain proche de la ligne d'en but, un terrain rouge, c'est sur un espace un peu plus large, et un encore plus large, parce qu'en fait, même la défense, comme on veut faire venir le premier, et des fois, là, c'est limite. Je m'explique sur ces limites, c'est-à-dire que quand tu es loin, tu peux temporiser et essayer de faire d'attendre un peu et de faire du contrôle, mais souvent maintenant on est quand même sur des défenses rush, et quand on est défense rush, c'est impossible de faire ça, sinon tu ouvres la porte. Donc ce qui serait intéressant aussi, parce que l'exercice est super intéressant, c'est peut-être de varier justement ces espaces-là.
Parce que proche de la ligne, par exemple, c'est peut-être être entre deux joueurs et venir croquer le gars. Et là, par contre, prendre épaule intérieure. C'est-à-dire d'avoir ton épaule intérieure, ton joueur. Et inversement, ça, c'est bon pour les niveaux peut-être un peu plus élevés, pour à partir du U14, pour apprendre ça. Mais ça serait intéressant peut-être de varier un peu déjà les terrains. Et après, on va savoir si c'est une défense rush, une défense contrôle. Parce que des fois, c'est même plus intéressant, des fois, que ça soit le premier qui prend le premier, le deuxième prend le deuxième. Alors, c'est ce que disait Olivier tout à l'heure. Hein. Il faut arriver à varier, quoi. Et l'objectif, il est là. Donc, pour varier, on va varier sur la dimension du terrain, sur les espaces, la situation. Mais on va aussi varier sur la vitesse, c'est-à-dire qu'on va rapprocher les joueurs, on va les mettre au plus loin. Il parlait du plus un derrière, de le mettre à des endroits différents. Effectivement, sur ces exercices-là, l'objectif, au départ, c'est de donner une situation de référence, d'expliquer les attentes, et après de varier toutes ces situations pour que ça ne devienne pas automatique et qu'ils ne fassent pas les exercices sans réfléchir. Et il y a vraiment cette notion de s'adapter tout le temps à la situation qui va développer leur façon de lire. Parce qu'après, on sait très bien que quand ça va jouer, les situations sur le terrain, c'est jamais les mêmes, quoi. Il y a toujours cette adaptation-là qui fait la différence. Donc, il faut qu'on habitue nos joueurs à vivre ces temps d'adaptation pendant les entraînements. Ouais, c'est ce qu'on voulait vraiment avoir, c'est que cette situation, elle puisse convenir à 80% du temps. Et après, bien sûr que ce n'est pas du 100% à chaque fois, mais comme on a vu avec la prépa physique, avec tout ça, on n'a pas forcément le temps de voir toutes les situations. Mais là, au moins, tu vois, à un moment, on s'est posé, Mathieu, on s'est dit, oui, mais alors si le joueur est très, très, très en retard, ouais, mais du coup, on n'est plus en situation de 2 contre 1 plus 1. Donc, on a vraiment voulu rester sur cette situation. Et après, c'est vrai que la loupe fait que des fois, on va avoir un porteur de balle qui va être dans la toile d'araignée, il va falloir le croquer très vite. Sauf que si tu es avec un mec qui a un peu de main, il va arriver à te sortir le offload et puis tu te retrouves avec un mec qui est tout seul. Donc voilà, on a vraiment essayé de dire, OK, on est 2 contre 1 plus 1. Quelle est la meilleure solution pour qu'à 80%, 90%, on soit dans le vrai? Et après, la patte de l'entraîneur qui va dire, regarde maintenant, là, ici, par contre, là, dans cette situation-là, boum, on change et petit à petit que les joueurs puissent s'adapter. Enfin voilà. Hein. D'accord. Ouais. Nous, je dis ça parce que nous, on est très, très en rush. C'est-à-dire que nous, on a une défense, on a compris par rapport à notre profil de joueur. Nous, il faut qu'on soit en rush. Je ne me trompe pas, Laurent, quand je dis ça. Voilà, on est très en rush. Donc, très en rush, nous, c'est vrai que c'est très compliqué de temporiser et de faire venir quelqu'un. Tu vois, c'est pourquoi? C'est pour agresser plus vite la ligne d'avantage et c'est comme ça qu'on plaque le mieux. Tu vois, c'est quand tu as un équilibre, Mathieu. Hein? C'est quand tu as un équilibre. Quand tu as un sous-nombre défensif, tu ne vas pas faire un rush, si? Non, mais ça dépend. En fait, tout dépend où tu es sur le terrain. C'est sûr que si tu as vraiment de l'espace, nous, on peut faire du compromis d'ailleurs. Mais après, par contre, même dans nos défenses, c'est-à-dire que même dans cette situation avec un en retard, tout dépend de la distance du terrain, quoi. Tu vois ce que je veux dire Si tu es proche des lignes, effectivement, même si tu es en déséquilibre, tu peux rusher. Par contre, si tu es loin de ta ligne, à partir du moment où tu n'es pas en équilibre, il faut faire du contrôle. On voit trop souvent nos joueurs se focaliser sur le porteur de balle et après laisser l'espace derrière et c'est impossible de revenir pour les autres. Et par rapport à Mathieu, oui, on est dans la formation du joueur. Donc, en tant que défenseur, la première chose, c'est je dois former la ligne. Donc, coopération de défense, il faut absolument que nos 2 joueurs ils puissent être sur la même ligne. Donc, je suis dans la formation du joueur. Après, dans ton cas à toi, je pense que tu as des joueurs qui sont déjà sur des joueurs qui ont maîtrisé cette notion-là de ligne. Et tout d'un coup, il y a une situation où comme les Blacks, par exemple, qui font avec le 9, leur 9, il est libre, il peut aller défendre où il veut, la ligne est montée, mais le 9, il est libre. Donc, bien sûr, complètement.
Voilà, ouais, c'est ça. C'est Voilà. tout à fait ça, ouais. Tout à fait ça, ouais. Formation voilà, dans l'optique de formation du joueur. Bon. Après, voilà, parce qu'en fait, si tu veux, maintenant, même en top 14 ou n'importe quoi, maintenant, il y a beaucoup de. Et comme tu le dis si bien, c'est-à-dire que maintenant, tu as souvent des joueurs libres. Et maintenant, la défense, justement, ils sont pratiquement qu'en rush. Il y a certaines équipes, ils ne cherchent même plus à faire de contrôle parce qu'ils ne sont pas capables. Quoi, c'est pas capable, c'est-à-dire que ça va tellement vite qu'ils n'ont plus la notion de temporiser. Donc, c'est vrai que tout dépend comment tu veux former ton joueur. Après, tu as raison tout à fait dans le sens où le but, ce serait de remonter et de former une ligne parce que c'est ce qu'il faut faire. Après c'est où on veut. En fait, c'est comme dit Michel, c'est qu'au bout d'un moment, tout dépend où est le projet du jeu du club. Savoir est-ce que tu veux faire souvent avoir une défense qui monte très vite et avec du rush. Donc, des fois, souvent, même quand tu as un -1, le premier va prendre et le deuxième, il coupe très vite et il va sur l'extérieur, comme fait, si je ne me trompe pas, c'est Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand, ils sont comme ça, ils sont jamais en. Ils temporisent pas. Ouais, ils ne sont pas en contrôle. Donc, en fait, tout dépend un peu le projet aussi du club. Ça, c'est ce qu'il faut. Pardon, Mathieu, pour ajouter ce que dit Mathieu sur la catégorie minime, d'abord, on a répondu à une stratégie du club qui, lors de la réunion de début de saison, parlait d'attaquer l'attaque. Donc, on essaye d'être complètement vraiment dans l'agression. Et en fait, le bénéfice-risque sur des catégories comme ça, de rusher ou de glisser, tu t'aperçois que tu as plus de bénéfices en rushant sur les 2-3 premiers temps de jeu sans contrôle, parce qu'en face, tu n'as pas une vitesse de transmission qui est exceptionnelle. Donc, les coups. Exactement. Et en fait, tu t'aperçois que tu perds plus tes joueurs sur du contrôle, par de nos joueurs, parce qu'il y en a beaucoup qui s'oublient dans le contrôle, alors qu'ils sont beaucoup plus efficaces dans le rush. Donc, nous, on s'est dit avec Mathieu, Philou et les autres éducs, pour l'instant, travaillons le rush, c'est-à-dire la ligne, pointer, agresser, prenez l'habitude, les postures, le gainage, et on va marquer l'adversaire. Et peut-être que plus tard, on sera un peu plus dans le contrôle. Parce que si tu te dis proche des lignes, on rush. Sur les 2 premiers temps de jeu, on rush. Après, il ne te reste pas grand-chose. Je te dis, le bénéfice-risque entre voulant contrôler sur des minimes, en face, tu n'as pas des mecs qui ballonnent et qui t'envoient le ballon à l'aile à 10 000 à l'heure. Donc, l'un dans l'autre, pour nous, aujourd'hui, c'est Olive qui dit ça, on est dans notre formation, on essaye déjà de valider ça. Voilà. Après, effectivement, le contrôle, je suis d'accord avec vous. Maintenant, il faudra avoir l'intelligence d'observation et peut-être glisser. Voilà. Mais pour l'instant, c'est l'option. Et surtout, on essaye maintenant de faire sortir quelqu'un au milieu, là, un espèce d'élément perturbateur, souvent le 9, qui vient mettre un peu la zizanie, monter en pointe. Donc, en plus, voilà un peu pour préciser un peu ce qu'on veut faire. Ah ouais, mais voilà, tu es sur un cas général et moi, j'ai vraiment un cas particulier. Oui, tout à fait. Non, mais c'est pour argumenter pourquoi on est dans. Voilà. C'est bon, ça. OK. Bon, après, voilà, il y a du débat, c'est intéressant parce que moi, je pense que c'est important qu'ils voient les deux. Surtout, j'ai souvenir des cadets qui montaient tous à fond là, quand moi je les avais pris, là, les fameux 2004. Et on a pris, je ne sais pas combien d'essais en bout de ligne parce que les liés montaient en rush sur le porteur de balle et il laissait un boulevard à son ailier. Et voilà. Non, mais Michel, je suis d'accord. Après, nous, pour l'instant, on est sur cette marche-là. Bien sûr que, comme je l'ai dit, la deuxième marche, elle sera abordée. Mais bon, bénéfice-risque, pour l'instant. Oui. On est d'accord. J'en ai plus qui s'oublient qui pensent à glisser, tu vois. Donc, ils sont sur un niveau, ils sont pour l'instant la montée et l'organisation dans un premier temps, enfin dans les premiers temps de la relance, ils sont déjà limités. Là, peut-être aussi. Peut-être que cette situation où tu vois ou quand tu rushes ou quand tu contrôles, c'est peut-être encore un niveau encore au-dessus. Je pense. Peut-être. Je pense. Moi, je préfère qu'ils valident le rush et qu'ils valident l'agression de la ligne, de faire ce qu'ils peuvent. Et après, on viendra glisser. C'est là où le projet. C'est un choix. Hein. C'est un choix. Mais où est-ce qu'on le place alors ce 2 contre 1 plus 1 Non, mais c'est bien. C'est tout à fait bien. En fait, c'est pas ce que tu dis, Olivier, c'est tout à fait ce qu'il faut faire. Mais en fait, il faudrait peut-être savoir quand on commence à le faire. C'est ça. Ouais. C'est ça, le projet d'apprentissage. Et là, il est intéressant. Le projet d'apprentissage, il est intéressant. Quand et où?
Est-ce qu'on le privilégie sur les bouts de ligne, un bout de ligne? Enfin, je ne sais pas. Ouais, sur les petits côtés, c'est ce qu'on s'était dit. Quand est-ce que, je ne sais plus si c'était Philippe à un moment, mais quand est-ce qu'on fait ça? Ou oui, sur les bouts de ligne, sur les petits côtés, sur cette situation vraiment de loupe Ouais. Sur le contrôle, Olive, tu parles? De plus contrôler oui, sur les. Oui. Bon, voilà, si vous voulez qu'on passe à la suite, parce que comme demain on se revoit déjà, on ne va peut-être pas en mettre trop aujourd'hui. Après, ça va être short pour tout voir. Du coup, Jérôme, par rapport aux 2 contre 2, le 2 contre 2, c'est le truc classique, le plus facile, c'est les mêmes comportements, construire la ligne défensive, identifier la cible, communiquer, monter vite, ralentir, et puis une fois qu'on impacte, on plaque et on récupère le ballon. Je n'ai pas le document sous les yeux, mais bon. Tu veux que je le fasse en partage? Je pense qu'on va le squeezer, ça ira plus vite. Parce que sinon, on ne va pas avoir le temps de tout voir. Les mêmes comportements, à part que tu fais partir des joueurs sur la même ligne. Attendez, 2 secondes. Oui. Ouais, par rapport à ce qu'on avait pensé, c'était la situation facile. Et donc, comme dit Jérôme. Et pardon les gars, donc vous en cadet, Jérôme, Olive, là, Julien, vous êtes au niveau de la défense, plus sur du rush, plus sur du contrôle, plus un peu des deux. Ouais, un peu des deux, on essaye d'allier les deux. Ouais. Enfin, nous, on et sur le contrôle, tu as l'impression que c'est plus efficace le contrôle ou c'est quelque chose qui… Ils ont du mal à le maîtriser pour l'instant. Ouais. Mais après, bon, une fois que ce sera maîtrisé, après, ça sera efficace. Mais bon, pour l'instant, c'est plus facile au rush. Que toi, sur une catégorie moins de 14, c'est intéressant parce que ça va jouer vraiment solitaire. Donc, c'est vachement plus bénéfique de faire du rush et tu vas t'y retrouver plus facilement de stopper des attaques comme ça. Ça, je l'entends totalement. Cadet à la mercerie, là, ça commence déjà à mettre des tactiques, une stratégie, une tactique par rapport à une stratégie. Et là, si tu fais ça, on se fait trouer. Et puis on le voit tous les dimanches, là, tu te fais. Donc c'est là où on va peut-être privilégier ce contrôle-là et de moins monter en pointe. Et la difficulté, c'est que la transition entre cadet, première année, seconde année, souvent, ils ne la font pas et puis ils sont encore dans ça et puis les équipes, ça bosse. Donc, tu les rencontres. C'est là où on se fait… Donc, je pense que vous, c'est intéressant parce que moi, j'ai toujours adoré faire comme ça. Mais après, quand ça commence à monter de niveau, il faut vraiment attendre, je pense, dans T22 où c'est que tu peux faire ça. Mais après, non, jamais. Et quand est-ce que en cadet, vous avez commencé à attaquer la circulation par navette défensive? À partir de quel moment ça vous l'avez intégré, ça? De suite. De suite? Ouais, moi c'est ce que je commence par ça. Et après, Goderman, pareil? Ouais, Goderman, pareil. On commence par la défense. Mais ça, encore une fois, il n'y a pas de vérité. Mais je pense que voilà, il y a quand même, avant de vouloir faire de la circulation un mouvement général, c'est déjà avoir ces bases pour limiter un peu la casse, entre guillemets, de ces premières rencontres où il va falloir quand même être solide au moins sur la défense. Pour juste parler de ça, moi, l'année où j'ai eu les Goderman avec Lionel, les premiers matchs, on a pris 40 points contre Clermont et machin. Tout ça parce que défensivement, il n'y avait pas cette organisation. Donc, les joueurs plaquaient, mais ils ne plaquaient jamais le bon. Donc, Michel, quand tu parles d'organisation, c'est organisation globale offensive avec répartition de blocs ou défense-contrôle? Défense. La défense contrôle, c'est-à-dire à partir du moment où on est en infériorité numérique, on contrôle. Qui annonce le contrôle? C'est le joueur le plus loin, d'accord? Puisque c'est lui qui voit la situation, c'est lui qui voit si on est en sous-nombre ou pas, c'est lui qui annonce le rush si on est en surnombre, parce que là aussi, c'est lui qui détermine, qui a la meilleure vision. Et ça, c'est quelque chose qui me semble important de voir déjà un petit peu en amont, savoir à quel moment on rush, à quel moment on contrôle. On est en sous-nombre, on va contrôler, bon, sauf si on est à 5 mètres de la ligne, bien sûr. Et si on est en surnombre, on rush. Voilà. Mais ce n'est pas toujours automatiquement on rush ou on contrôle. Ça dépend vraiment de la situation.
Ah oui, bien évidemment. Oui, on est bien d'accord. Mais ça, il faut déjà le voir sur des petits ateliers comme celui-ci, de manière à déterminer qui fait quoi et comment on communique. Tu vois? Parce que, comme disait Jérôme, quand tu as chaque joueur qui défend tout seul, forcément, ça, et sans parler, c'est du pain béni pour les attaquants. Quoi. Oui. Mais attention, Michel. Si tu tombes sur une équipe qui arrive à faire circuler un peu le ballon, oui, d'accord. Non, mais attention, entre faire des défenses rush, contrôler, communiquer, monter en ligne, ça, là, on y est quand même, tu comprends? Donc, oui, non, mais bien sûr. On n'est pas complètement dans une performance individuelle de dire chacun fait son job. Là, on est bien quand même dans une structure collective qui décide de rusher. C'est différent. Quoi. D'accord. Oui. Nous, la difficulté avec Mathieu et les autres éduques du groupe, c'est à quel moment on commence à intégrer la circulation par navette avec les différents blocs. Voilà, en général, c'est 3x4 ce qui se fait, 9, 10 et 15 hors du coup. Et c'est à quel moment on va l'injecter. Et surtout, avec quelle pédagogie et que ça soit un peu ludique, qu'on ne passe pas des heures. Et les chasubles jaunes et les verts, et ceux qui travaillent vont se reposer, machin. Et là, c'est un gros casse-tête pour nous. Avec Mathieu, on dit pour que ça reste ludique, bon, sur des catégories supérieures, ça va, mais sur des gamins de moi, Laurent, si je peux me permettre, oui, bien sûr. Si un jour tu veux que j'intervienne sur votre plaisir, groupe, j'ai un exo qui est vraiment pas mal sur le même exercice, tu vas avoir de la défense rush ou du contrôle. Ça va se passer sur 2 terrains différents, mais jamais sans coupure. Donc, il va falloir vraiment qu'il s'adapte avec ça représente un point de fixation. Et il va y avoir vraiment cette notion de j'apprends à lire ce qui se passe dans le mouvement. Et je pense que c'est quelque chose que tu pourras peut-être inclure avec toute votre équipe à partir de peut-être mars pour que cette transition, tu vois, de fin de saison, elle se fasse pour que quand les joueurs arrivent en cadet, ils aient déjà cette notion de comprendre déjà à quel moment je peux faire ce style de défense et à quel moment je peux passer et non pas le découvrir peut-être en cadet. Moi, ça me ferait plaisir. Et puis, si vous êtes oui, avec plaisir. Oui, non, c'est clair. Quand vous le faites, vous pensez à moi. Oui, mais j'allais le dire, ce serait bien qu'on le partage tous et qu'on puisse même le filmer d'ailleurs. Non, c'est pas possible. Non. Argent. Non. Avec plaisir, Ouais, super, Julien, merci. On enchaîne, hein?